Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Voilà, une étudiante vient de m'envoyer quelques photos des sujets du concours Polytechnique ESPCI 2019 dans la filière PC. Donc je ne résiste pas à vous proposer quelques éléments de correction de la première partie de cette épreuve physique A qui portait sur le fonctionnement de l'oreille interne, le pavillon, la propagation d'une onde sonore dans l'oreille interne. Et donc dans cette partie-là, on établissait l'équation de propagation donc dans ce tuyau de section variable et on étudiait justement les possibilités d'une propagation ou pas avec dispersion ou amplification ou atténuation de cette onde pour voir un petit peu le rôle que joue le pavillon de l'oreille externe. Alors peut-être que je corrigerai la suite de l'épreuve dans d'autres vidéos, je verrai au fur et à mesure des concours les épreuves qui vont tomber et du temps dont je dispose. Mais donc aujourd'hui on va faire cette partie au complet, soit à peu près une quinzaine de questions je crois. Alors, on souhaite établir l'équation, question 1, l'équation qui régit la propagation dans ce conduit. Pour cela, on suppose tout d'abord que les différentes grandeurs physiques ne dépendent spatialement que de la variable z. Ça veut dire qu'en fait, on considère des ondes planes, donc qui ont toutes la même valeur dans des plans perpendiculaires à la direction de propagation z. Et donc, on ne tient pas compte d'une dépendance en x et en y. Donc, si on considère qu'on a des ondes planes dans ce pavillon, ça veut dire que les dimensions transversales du pavillon sont suffisamment petites pour qu'on n'excite pas en fait de modes pour lesquels on aurait une variation de la pression, de la vitesse selon x et y. Donc ça signifie qualitativement que le pavillon est de petites dimensions devant la longueur d'onde. Voilà ce que je propose de répondre à cette question qualitative, pas forcément évidente. Question 2. Donc dans ce cadre, quelles conditions une transformation thermodynamique doit-elle satisfaire pour être considérée comme isentropique? Donc une transformation isentropique, c'est une transformation adiabatique et réversible. Alors, on pouvait éventuellement redémontrer ce résultat à partir du second principe de la thermodynamique sous forme infinitésimale. La variation infinitésimale d'entropie sur une transformation, c'est la somme de l'entropie échangée plus l'entropie créée. Si la transformation est réversible, il n'y a pas d'entropie créée. Si elle est adiabatique, il n'y a pas d'entropie échangée, puisque donc il n'y a pas de transfert thermique. Donc éventuellement, on pouvait le redémontrer. Donc on sait que ça, c'est le cadre habituel de l'acoustique. Les particules de fluide subissent des transformations adiabatiques. Réversibles, si on a un gaz parfait, on a le droit d'utiliser la loi de Laplace pour démontrer en particulier la célérité, la vitesse de propagation du son. On nous demandait d'introduire un coefficient de compressibilité, chi 0. Alors évidemment, si on mettait un chi 0, c'est en fait un chi S. C'est pour ne pas dire que c'était chi à entropie constante. Voilà, il fallait surtout pas mettre chi T, bien sûr, à température constante, le coefficient de compressibilité. Donc sa définition, c'est 1 sur ρ dρ sur dp à entropie constante. Donc ça, c'est sa définition thermodynamique. Donc ça mesure l'aptitude du fluide à se comprimer, son taux de compression ou de dilatation en fonction d'une augmentation de pression à entropie constante. Petit 4, donc il fallait linéariser ce coefficient. Donc il vaut à peu près 1 sur ρ0. Donc l'écart en masse volumique en haut, donc ρA sur petit p, donc l'écart de pression, ce qu'on appelle la pression acoustique. Donc la pression totale, c'est la pression au repos plus la pression acoustique avec un petit p. Et donc dρ sur dp à l'ordre 1, c'est l'écart en masse volumique sur l'écart de pression, la surpression acoustique. Et donc on obtient une relation qui va nous servir plus tard. ρA est égal donc à chi 0 ρ0 fois petit p. Autrement dit, l'écart de masse volumique est proportionnel à la surpression acoustique. Donc, dans tous ces problèmes d'acoustique, c'est toujours l'idée d'abord d'établir un système complet d'équations entre les trois variables petit p, petit ρ et v de z et de t. Donc, il va nous falloir trois équations, un système d'équations différentielles couplées qu'on va après découpler pour tomber sur l'équation de propagation dans ce tuyau. Alors, après donc l'équation décrivant le comportement thermodynamique, on a classiquement donc l'équation de conservation de la masse. Alors attention, bien sûr, là la difficulté,
c'était que la section du tuyau n'était pas constante. Et donc, il faut faire un bilan particulier. Donc, on nous dit exprimer la variation de masse du volume d'air situé entre Z et Z plus dZ pendant dt et linéariser, question 6, l'équation précédente dans le conduit. Donc, alors bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui traitent de tous ces bilans de masse. On exprime de deux façons différentes cette variation de la masse dans le volume S dz pendant dt. On peut faire d'abord ce qu'on appelle le bilan temporel. Donc le bilan temporel consiste simplement à compter la masse qu'on avait, à estimer la masse en t plus dt moins la masse à l'instant t, donc, et à utiliser tout simplement la définition de la masse volumique. Donc ça fait ρ de z et de t, donc fois s de z fois dz, donc le volume. On multiplie la masse volumique par le volume. Ah, attention, il faut prendre à t plus dt, la masse volumique. Donc moins ρ de s et de t, de z et de t, s dz. Et donc ça fait dρ sur dt, s de z, dz, qu'on peut tout de suite écrire d de ρ, d de ρa sur dt, de z et de t, s de z, dt, puisque ρ0, la masse volumique au repos, ne dépend évidemment pas du temps. Donc ça, c'est le bilan temporel. Alors après, on peut faire le bilan spatial et dire si cette masse a varié, c'est parce qu'il est entré du fluide en Z et qu'il en est sorti en S plus dZ. Et là, on utilise la conservation du débit volumique. Donc ça fait ρ de Z et de T, S de Z, V de Z et de T fois dt, moins la même chose en Z plus dZ. Donc il faut tenir compte de la variation de la section ici. Et donc on obtient moins la dérivée partielle par rapport à Z du produit ρSV fois dZ fois dt. Alors on va identifier le bilan temporel, le bilan spatial, les deux façons de calculer cette variation éventuelle de masse dans ce système ouvert qu'est la tranche de volume S dz. Et donc on obtient après simplification évidente par dz dt, d de ρa sur dt fois s de z est égal à donc moins d sur dz du produit ρSV. Donc ça, c'était l'équation non encore linéarisée. Donc là, on est à la question 5. Alors après, pour linéariser, je vais le faire comme ça à vue de nez. Bon, S, on peut considérer que c'est un terme d'ordre 0. V, c'est un terme d'ordre 1. Donc ρ, il faut le prendre à l'ordre 0, parce que quand on a des produits de deux termes d'ordre 1, ça fait un terme d'ordre 2, et donc c'est négligeable. Et donc à l'ordre 1, ça faisait donc moins, donc je peux sortir le ρ0 même de la dérivation, moins ρ0 d sur dz du produit SV, donc avec un ordre 1 ici. Donc ça, c'était la réponse à la question 6. Alors, bon, la difficulté de ce sujet-là, c'est qu'on n'a aucun résultat intermédiaire, donc on est obligé d'avancer dans le problème sans savoir exactement si on a les bonnes équations, mais on voit quand même qu'à la question 9, on nous donne l'équation de propagation qui ressemble à l'équation de D'Alembert. Donc on se dit que, voilà, bon, on avance jusqu'à ce qu'on essaye d'établir cette équation. Et si on arrive à l'établir sans tricher, sans gruge, eh bien, on sera vraiment sur la bonne piste. Alors, question 7, c'est la troisième équation, celle qui va nous manquer. Donc c'est un bilan mécanique. Alors on aurait pu penser linéariser l'équation d'Euler, mais on nous demande plutôt, un peu dans l'esprit de la filière PSI d'ailleurs, de faire un bilan de force sur une tranche de fluide, donc un peu méthode des tranches, sur une tranche comprise entre Z et Z plus dZ. Et on nous fait une petite remarque. On n'oubliera pas de prendre en compte les forces de pression dues au changement de section. Alors je ne sais pas si cette petite remarque t'a inspiré ou pas, mais c'était en fait une indication de l'énoncé. Donc pour établir l'équation mécanique, on va appliquer le théorème du centre d'inertie à la tranche de fluide entre Z et Z plus dZ. Donc on multiplie la masse élémentaire par l'accélération, ρS dZ. On a la force de pression dirigée vers l'intérieur en Z.
la force de pression Z plus dZ, donc avec un signe moins, toujours dirigé vers l'intérieur. Et l'indication de l'énoncé, c'était de ne pas oublier la force de pression qui s'exerçait sur la paroi latérale, donc principe de l'action et de la réaction. Cette force est l'opposé de la force exercée par le fluide sur la paroi, donc une force dirigée vers l'intérieur, selon la normale entrante par rapport à la paroi. Alors on voit que cette force de pression, si on prend deux points opposés, elle se compense verticalement, mais elle ne se compense pas horizontalement. J'ai introduit un angle alpha ici que fait cette force avec l'horizontale, et donc on multiplie la force de pression PD sigma par le cosinus de alpha en projetant sur l'horizontale. Alors, on peut regrouper les termes un peu différemment, c'était ça qui était un peu difficile. C'est qu'en fait, d sigma, on voit que eh bien, ça correspond en fait à la projection de la surface ici sur ce côté. Donc, c'est-à-dire, en gros, ça va correspondre à la variation de section du tuyau entre Z et Z plus dZ. Donc on pourra écrire ça, ds, ou plutôt S de Z plus dZ moins S de Z multiplié par P, c'est-à-dire ds sur dZ fois dZ multiplié par P. Alors attention, ds sur dZ est négatif. Et donc ça va nous permettre de simplifier cette équation, puisque là on a, restons groupir comme j'aime bien dire, on a la dérivée du produit P fois S fois dZ, donc plus P dZ sur ds fois dZ. Et quand on va donc exprimer la dérivée de ce produit, eh bien le produit P, donc faisons-le, donc ça fait P ds sur dz dz moins S dp sur dz dz plus P ds sur dz dz. Donc ces deux termes ici vont se compenser. Et finalement, on va se retrouver avec l'équivalent d'une équation d'Euler linéarisée à l'ordre 1. C'est-à-dire que c'est la même équation que si on avait un tuyau de section constante, puisqu'on voit qu'on peut simplifier par le produit S dz avec ce qui nous reste. Donc ça va nous donner ρ de Z et de T, dV sur dt est égal à moins dP sur dz. Donc ça fait un peu, comme je dis, comme l'équation de l'air linéarisée. Ρ dV sur dt est égal à moins gradient P. Donc on obtient la même équation. Et si on linéarise à l'ordre 1, eh bien ici on va prendre ρ0, puisque le ρA nous donnerait un terme d'ordre 2 quand on le multiplie par la vitesse ou sa dérivée qui est elle-même d'ordre 1. Donc ça c'était la troisième équation. Le but est ensuite d'obtenir l'équation de propagation qui était donnée dans le texte. Alors là, c'était un petit peu un moyen de se raccrocher aux branches. Donc l'équation de propagation, qui est presque une équation d'Alembert, fait intervenir la dérivée seconde de V. Donc on va dériver l'équation 3 par rapport au temps. Donc on aura ρ0 d de V sur dt2 est égal à moins d sur dt, donc de dp sur dz. Alors comme dans tous ces calculs, on utilise le couplage des équations, le théorème de Schwarz. Donc ça fait moins d sur dz de dp sur dt. P, on va directement le chercher dans l'équation 1. Donc ça fait ρA divisé par ρ0 qui 0. Donc on remplace. Donc ça nous donne du moins 1 sur ρ0 qui 0 d sur dz de d de ρA sur dt. Ah, j'ai mal recopié ici l'équation de conservation de la masse. C'est un d ρA sur dt. Oui, donc si c'était une bonne idée. Donc ça fait d ρA sur dt et d ρA sur dt qui nous donne moins ρ0 sur s d sur dz de s z. Donc on simplifie par ρ0, on a plus, et bref, je crois qu'on tombe là directement sur l'équation donnée par le texte en identifiant au passage
donc la célérité c carré de l'équation de D'Alembert quand la section est constante. Donc 1 sur S, voilà, ça marche très bien. D2SV sur DZ égale à 0. Donc voilà l'équation de propagation. Et là, c'est vrai que bon, bah, si on tombe sur la bonne équation, c'est que on a bien fait le boulot avant. Ou au moins, ça veut dire qu'on a les bonnes équations. Alors, on va maintenant travailler avec ce pavillon exponentiel décroissant, établir l'équation d'onde et étudier un petit peu la propagation d'une onde, la dispersion ou pas, l'absorption éventuelle de l'onde. On va voir ça, on va se laisser guider par les calculs. Donc, on remplace simplement l'expression de S de Z égale S0 exponentielle moins Z sur delta dans l'équation précédente. Et donc, voilà ce que j'ai obtenu. Donc, par rapport à l'équation de D'Alembert dans un milieu infini, eh bien, on obtient ce terme supplémentaire-là, avec une dérivée première en vitesse. Évidemment, on retrouve que si delta tend vers l'infini, la distance caractéristique de ce pavillon tend vers l'infini, donc en fait ce serait un tuyau de section constante S0. Donc si delta tend vers l'infini, on retrouve l'équation de D'Alembert. Alors, en déduire la relation de dispersion des ondes en cherchant une solution de la forme V0 exponentielle I kz moins oméga t, donc une OPPH. Alors on nous dit éventuellement qu'on pourra utiliser la notation complexe. Évidemment, on va voir que K ne peut pas rester réel dans ces conditions. Alors, à quelles conditions a-t-on une solution dont le nombre est imaginaire pur? Alors d'abord, comment obtenir l'équation de dispersion? Donc comme d'habitude, quand on dérive 2 fois par rapport au temps, on obtient moins oméga carré. On dérive 2 fois par rapport à Z, donc on aura moins K carré. Donc là, on retrouve l'équation de D'Alembert, l'équation de dispersion de D'Alembert, mais un terme supplémentaire qui, lui, va dépendre de la convention choisie. Donc, C carré sur delta, donc le I, je vais le mettre devant. Donc, IK, dérivé par rapport à Z, revient à multiplier par IK. Donc, K est forcément complexe pour vérifier cette équation de dispersion. Et si ce terme est nul, on retrouve la fameuse relation de l'équation de dispersion de D'Alembert. Alors, on nous demande donc de chercher K sous la forme K égale K' plus I K secondes. Donc on remplace. Donc ça fait K' carré plus moins K secondes carré plus 2I K' K secondes le tout fois C carré plus I C carré sur delta K' plus I K secondes égale à 0. Et là, on peut identifier la partie réelle, la partie imaginaire. Les deux doivent être nuls. Donc, on identifie partie réelle, partie imaginaire. On s'aperçoit que dans la partie imaginaire, on peut mettre K' en facteur. Donc, on va le faire. Donc, ça fait 2K secondes et même C carré également. 2K secondes plus donc 1 sur delta est égal à 0. Donc là, on va avoir une discussion sur la nature des ondes. On sait que généralement, la partie imaginaire de K est liée à l'absorption de l'onde, éventuellement une atténuation, une amplification, ça peut arriver, et que la partie réelle de K, elle est liée à la propagation et à la dispersion. Alors, question 13. À quelles conditions a-t-on une solution dont le nombre d'ondes est imaginaire pur? Alors déjà, il fallait comprendre ce que ça voulait dire. Le nombre d'ondes, ça voulait dire K secondes. Donc on se demande à quelles conditions K' peut être nul, est-ce vérifié pour les fréquences caractéristiques, etc. Donc à quelles conditions est-ce qu'éventuellement K' égale 0? Alors on peut trouver l'expression de K secondes en remplaçant dans cette équation. Donc si K' égale à 0, à ce moment-là, on voit qu'on a une équation du second degré en K secondes ici à résoudre. Alors bon, je ne l'ai pas fait. Mais on pourrait résoudre K secondes en fonction de oméga, de C et de delta. Donc ça, c'est une éventualité. Donc une première possibilité, donc à ce moment-là, l'onde sera soit uniquement atténuée, soit amplifiée éventuellement. En tout cas, c'est la forme d'une onde évanescente, puisqu'on aura un terme en exponentielle K seconde X,
k seconde z cosinus oméga t en prenant la partie réelle des solutions. Si au contraire, k', on va quand même discuter ce cas. Donc si k seconde est nul, à ce moment-là, si k' est nul, k seconde est solution de cette équation du second degré. Si k' est différent de 0, à ce moment-là, c'est cette parenthèse qui est nulle. Et k seconde, à ce moment-là, est égal à moins 1 sur 2 delta. Donc on a l'expression de k seconde qu'on peut réinjecter à ce moment-là, donc sans faire k' égale 0, évidemment, dans la première équation et trouver l'équation de dispersion pour k'. Alors je l'ai fait. Et donc on trouve k' carré est égal à oméga 2 sur C2 moins, alors je crois que c'est moins delta carré moins 1 sur 4 delta carré. Et donc on s'aperçoit que l'onde ne pourra se propager, alors on va choisir un k seconde positif, on prend une onde qui se propage dans le sens des z croissants, donc c'est un peu une équation du type un peu Klein-Gordon, la même équation que dans un plasma, donc il faut un plasma dilué, donc il faut que k seconde, que k' au carré soit positif pour que l'onde puisse se propager, et donc on a une pulsation de coupure qui intervient, donc il faut que oméga soit plus grand que c sur 2 delta, et on peut appeler ça oméga c, donc une pulsation de coupure. À ce moment-là, l'onde peut se propager quand oméga est plus grand que oméga c. Alors ça pourrait être intéressant de calculer oméga c justement. Donc ça fait donc ordre de grandeur, donc 340 mètres par seconde sur 2 fois 5 mm, hein, on nous disait que delta valait 5 mm. 340 divisé par 10, ça fait 34. Donc ça fait 34 fois 10 puissance 3 radians par seconde. Alors nous, on va peut-être raisonner en fréquence. Donc là, il faudrait que F soit plus grand que FC. On divise ça par 2pi, donc environ par 6. Donc ça fait à peu près 36 divisé par 6, donc environ 6. 10 puissance 3 Hertz, donc environ 6 kHz. Donc si la fréquence est plus grande que 6 kHz, on peut avoir une partie réelle de K qui est non nulle. Si au contraire F est plus petit que ça, et ça semble être le cas pour une grande partie du spectre sonore, à ce moment-là, ça signifie que K' est nul, et que donc, eh bien, on a une onde uniquement pilotée par K seconde. Alors on nous demande maintenant une application numérique à la question 14. On considère une onde plane venant de Z égale moins l'infini dans le conduit, donc il rentre à l'entrée du pavillon. Et donc on nous demande comment va se propager l'onde dans ce pavillon. Et on avait quand même une petite indication pour savoir dans quel cas on était. Est-ce qu'on était au-dessus de cette fréquence de coupure ou en dessous? Donc là, encore peut-être une indication pour se raccrocher aux branches. On nous dit on ne gardera que la solution de plus forte amplitude au lieu de faire la superposition de deux solutions. Donc ça sous-entendait un petit peu qu'on était dans le cas en dessous de cette fréquence de coupure, comme on vient de le voir. En dessous de cette fréquence de coupure, on doit donc résoudre une équation du second degré. On a deux racines à l'équation caractéristique pour k seconde, cette équation du second degré. Donc j'ai simplement écrit le discriminant qui est positif. Et donc on voit que ces deux solutions d'ailleurs vont être toutes les deux négatives. Mais alors attention, il y avait peut-être un petit piège. Donc quand on réinjecte le K complexe dans les ondes, en fait on s'aperçoit qu'avec un K seconde négatif, on a une amplification. Donc en fait, au lieu que l'onde soit atténuée, comme c'est très souvent le cas quand on a une partie imaginaire non nulle, en fait on avait une amplification de l'onde à l'intérieur du pavillon. C'est d'ailleurs le sens de la dernière question, conclure quant au rôle de l'oreille externe dans ce modèle. Donc en fait la réduction du rayon du conduit, eh bien, produit une amplification parce qu'on était au seuil d'audition. On nous dit l'amplitude est celle du seuil d'audition. Et donc, pas étonnant qu'au seuil d'audition, il faille amplifier cette onde sonore. Et c'est un peu le rôle du pavillon. Donc, on ne va garder que la solution qui est la plus grande en valeur absolue, c'est-à-dire avec le moins. Et donc, on enlève la solution avec le plus. Et on peut faire une petite application numérique pour vérifier que ce terme est un petit peu négligeable devant l'autre, hein, parce que voilà, ça se voit assez facilement, je te laisse le vérifier. Et donc en fait, ce K seconde, il est très peu différent de
moins 1 sur delta. Et donc, finalement, on voit que cette onde va s'écrire V de Z et de T. Alors ça, c'était en notation complexe, donc en notation réelle. V de Z et de T exponentielle Z sur delta cosinus K'Z moins oméga T. Et donc, quand ce terme-là est maximum, comme d'habitude, on raisonne surtout sur l'enveloppe de cette onde, donc qui est en fait une exponentielle croissante. Donc, on dessine les deux enveloppes en plus ou moins V0 exponentielle Z sur delta. Et donc, voilà, on a en fait une onde qui est amplifiée avec Z. Et donc, on peut calculer le coefficient d'amplification ici au bout du pavillon. Donc, on avait les valeurs. Donc, on avait exponentielle. Alors, on nous disait que Z valait moins 30 mm. Donc, en fait, pour nous, ça va faire 30 mm sur delta qui valait 5 mm. Et donc, ça fait exponentielle de 6. Et tiens, comme par hasard, on trouve les 400 de l'énoncé. Donc là, on se dit que voilà, on est vraiment sur la bonne piste. Donc, on a amplifié la vitesse, l'amplitude de la vitesse d'un facteur 400. Voilà, et donc au passage, j'ai répondu aux questions 15 et 16. Donc, cette onde amplifiée, un petit peu comme pour l'oscillateur à Pontevin, quand on voit naître les oscillations, ça fait partie de ces rares situations en physique où au lieu d'avoir une onde atténuée, on a une onde amplifiée. Il faut être très prudent dans ce genre de situation, mais voilà, ça peut arriver. Donc voilà cette première partie de ce sujet, ces 16 premières questions, un peu survolées un petit peu rapidement. Voilà, j'ai fait ce corrigé très rapidement. J'ai écrit sur un papier 2-3 trucs et tout de suite j'ai fait la vidéo. Ce sera peut-être un petit peu moins clean, un petit peu moins clair que d'habitude, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu partager mes impressions sur cet énoncé-là, relativement classique, technique sur les ondes. Évidemment, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on n'a pas tous les résultats intermédiaires, donc il faut se faire confiance. Mais comme on l'a vu, il y a des moments où on peut se raccrocher aux branches et voir si on est sur la bonne piste ou si on a fait une erreur grossière, éventuellement se corriger. Voilà, on se retrouve très bientôt sur e-learning physique. À bientôt.